Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. J'aimerais, pour cette vidéo, aborder un sujet qui me tient à cœur depuis fort bien longtemps. Je n'ai pas eu l'occasion de l'aborder. Et je pense que c'est un sujet qui demandera des approfondissements et des développements. C'est celui de l'état de l'Afrique de manière générale, dont je suis originaire, et de l'état de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Je pars d'un constat, à savoir que dans cette région, comme dans la plupart des régions dans le monde musulman, la colonisation a établi des frontières artificielles, établi donc des États jaloux de leur souveraineté, et au fond diviser donc ces régions-là pour mieux les dominer. Je dis mieux les dominer parce que chacun de ces pays n'ont pas la taille nécessaire qui leur permette d'être autonomes et indépendants sur le plan énergétique, sur le plan économique, sur le plan du développement, sur le plan du marché économique et donc sur le plan politique et militaire. On le voit dans ces pays d'Afrique de l'Ouest, au Mali par exemple, qui n'a pas les capacités de se défendre face au terrorisme et aux revendications de sécession qui se trouvent dans le nord du pays. On le voit au Sénégal, même si le pays est stable, mais il n'a pas d'indépendance sur le plan économique comme sur le plan militaire. On le voit pour la Gambie, on le voit pour la Mauritanie, on le voit, bref, pour tous les pays qui sont dans cette région. On le voit aussi, par exemple, pour la Côte d'Ivoire. Ce sont des pays riches pourtant. Si on prend l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, si ces pays sont unis, ou étaient unis, en États fédéraux, en États-Unis d'Afrique de l'Ouest, c'est le titre que je donne à cette vidéo, ils auraient la force nécessaire, le marché commun, la force économique, la population, la démographie, qui leur permettrait justement de faire un décollage économique et d'être indépendants sur les différents domaines qui permettent la souveraineté. En réalité, nous n'avons pas de souveraineté. Dès lors que nous ne battons pas la monnaie, que notre monnaie n'est pas entre nos mains, le franc CFA, dès lors que nous ne pouvons pas nous protéger au niveau militaire, au niveau de nos frontières, la protection de nos frontières n'est pas entre nos mains. La preuve, dès lors qu'il y a un petit souci, c'est l'armée française qui vient. Dès lors que les lois que nous votons, les constitutions ne sont pas inspirées par la culture et par la vision des populations et qu'elles proviennent de l'extérieur, dès lors que nous n'avons pas de justice indépendante, à ce moment-là, nous n'avons pas de souveraineté. Nous n'avons pas d'indépendance. Et les pays ou les États qui sont les nôtres là-bas ne sont au fond que des protectorats, qui sont dirigés par des potentats locaux, qui servent en réalité d'intermédiaires, ou en tout cas de sous-fifres, aux grandes puissances impériales, coloniales, néocoloniales, et au fond, pour garder le pouvoir et pour rester à leur place et pouvoir bénéficier des avantages qui vont avec, peuvent pas et ne sont pas au service de leur population, mais sont au service de ceux qui les payent en réalité et qui les aident à se maintenir au pouvoir. Donc de ce fait, tout ce qui se passe aujourd'hui, quand on regarde par exemple la passoire qui est devenue l'Afrique de l'Ouest au niveau du terrorisme et au niveau des trafics de drogue, l'Afrique de l'Ouest est devenue une plaque tournante du commerce international de drogue. Montre la défaillance de ces États, leur incapacité à tenir leur rôle de protection de la population et de mettre en place des politiques de développement qui soient dignes de ce nom. D'autant que, à côté de cela, donc, encore une fois, cet effet-là nous montre la défaillance de ces États, et puis nous voyons aussi, les rébellions qui se font ça et là dans différentes régions de ces pays-là, délaissés, et qui s'acoquinent en fait avec le terrorisme. Parce qu'on ne peut comprendre le terrorisme, le djihadisme par exemple au nord du Mali, ou ce qui se passe par exemple au Nigeria, si nous ne comprenons pas
l'état de délabrement dans lequel se trouvent ces populations-là, ces régions-là, qui n'ont pas bénéficié d'un véritable partage des richesses, où les richesses étaient concentrées au niveau de la capitale et entre les mains de certaines ethnies, proches du pouvoir en place, et les régions périphériques, eux, ne bénéficiaient que de quelques miettes. De ce fait, la redistribution des richesses, déjà la production des richesses n'était pas si fameuse que ça, et la redistribution des richesses était faible, et donc aussi la présence de l'État est aussi faible dans ces territoires-là. Et c'est ainsi, dans ces injustices, dans cette misère-là, que des révoltes se fomentent, et puis ensuite prennent des symboles quant à leurs revendications qui sont en lien avec leur culture, en l'occurrence l'islam, puis ensuite peuvent être manipulés par des forces extérieures qui n'ont qu'une envie, c'est que les pays continuent à être déstabilisés de la sorte pour mieux les exploiter. Il n'y a, à mes yeux, de solution face à cette situation de crise chronique depuis les indépendances, qui sont, à mes yeux, de fausses indépendances, que s'il y a une unité de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Nous devons penser le contour, le projet des États-Unis de l'Afrique de l'Ouest, soit sous forme fédérale, soit sous forme d'un seul et même État. Je pense qu'un État fédéral est bien meilleur pour qu'on puisse laisser ensuite aux différentes régions une certaine autonomie sur le plan politique, qui soit adaptée aux besoins des populations au niveau local. Mais voyez-vous, par exemple, lorsque vous êtes au Sénégal, mon pays d'origine, et que vous devez passer au Mali, qui est le pays voisin, vous êtes obligé de passer par une frontière où il y a des gardes, où il y a la douane. Et de Dakar à Bamako, quand vous partez en voiture, eh bien, vous êtes constamment arrêté par des policiers qui vous font les poches, clairement. Si vous ne donnez pas l'argent, vous n'avancez pas. Et quand vous êtes au niveau de la frontière, on vous arrête, on fouille vos affaires. Moi, je voyais plein de personnes qui faisaient la queue en fonction de s'ils avaient tel ou tel passeport, on les fatiguait. Et puis si jamais, c'est surtout que on savait que d'une manière ou d'une autre, il fallait donner de l'argent pour passer. Et vous vous dites, mais attendez, comment ça se fait que, par exemple, la France et l'Allemagne, qui se sont crêpés le chignon pendant des siècles, il n'y a pas de frontière entre nous, on passe crème tranquillement entre la France et l'Allemagne, alors qu'ils n'ont pas la même culture. Ils n'ont pas la même culture. Et ils se sont fait la guerre pendant des siècles. Par contre, entre le Mali et le Sénégal, il y a une frontière. Vous êtes en France, vous avez votre téléphone portable, SFR, Bouygues ou je ne sais quoi. Quand vous passez dans un autre pays, genre quand vous partez en Angleterre, ou quand vous partez en Espagne, ou quand vous partez en Allemagne, des pays qui avant il y avait des frontières, et encore une fois, ils se faisaient la guerre. Eh bien, votre téléphone continue de fonctionner. Vous arrivez à continuer, la ligne change d'opérateur, mais grosso modo, vous pouvez continuer à pouvoir appeler dans votre pays d'origine, en l'occurrence la France. Par contre, lorsque vous êtes au Sénégal, que vous avez une puce France Télécom, puisque c'est France Télécom, c'est Orange en fait. C'est pas France Télécom, c'est Orange, mais c'est pareil. Donc vous avez une puce Orange au Sénégal. Lorsque vous passez de l'autre côté de la frontière au Mali, c'est pas très loin, hein, eh bien vous êtes obligé d'avoir une autre puce Orange, parce que la puce Sénégal ne fonctionne pas au Mali. Et c'est n'importe quoi. C'est pas sérieux. Et ça, c'est vrai pour toute chose. De même, vous payez à un moment donné de la douane pour les marchandises qui se font, qui se transportent entre le Sénégal et le Mali. De telle sorte que le Mali a plus d'échanges commerciaux, ainsi que le Sénégal ont plus d'échanges commerciaux, avec la France, qu'il n'y a d'échanges entre le Mali et le Sénégal. C'est une aberration. Et après, on se pose des questions sur le prix des denrées et pourquoi est-ce que c'est si cher. De même, au niveau de la production, si nous avons un marché commun beaucoup plus vaste, qui ne s'enferme pas, qui n'est pas bloqué par les frontières, vu que les populations vont et viennent, qu'il y a des marges entre nous, que c'est la même culture, nous avons la même histoire, la même religion, la même culture. Nous avons des liens de parenté entre nous, entre Soninké, Bambara, Wolof, Peul, Diola, Serer, etc., etc., et d'autres.
et d'autres. Nous avons les mêmes liens de parenté, les mêmes noms de famille. Et pourtant, nous sommes bloqués par des frontières factices de fer qui nous empêchent de pouvoir interagir entre nous. C'est une aberration. Et tant que cette situation perdurera, nous continuerons à être en sous-développement. C'est cette situation-là qui fait que ce sont les institutions internationales comme la Banque mondiale ou comme le Fonds monétaire international ou comme les pays qui nous aident soi-disant à nous développer. Ce sont ces pays-là et ces institutions-là qui commandent nos politiques publiques, qui nous ont forcés durant les années 80 à faire des ajustements structurels, à ne pas privilégier la santé, à ne pas privilégier l'éducation, à ne pas privilégier les investissements sur les routes et à se focaliser sur le remboursement des dettes, comme ce qui se passe d'ailleurs en ce moment en France et en Europe. Résultat, au bout de 30 ans de politique désastreuse, l'éducation est catastrophique, nous avons un taux de pauvreté endémique et l'État n'a pas les moyens de pouvoir, de pouvoir agir sur le territoire de façon souveraine. Et donc, de permettre la souveraineté réelle de la population. Donc, on ne peut pas se plaindre à un moment donné du sous-développement que nous subissons. Nous ne pouvons pas nous plaindre à un moment donné de la situation de dépendance que nous avons avec l'Europe, du fait que nous avons des milliers et des milliers de jeunes qui risquent leur vie pour aller en Europe. Certes, nous pouvons reprocher aux Européens, et je le reproche, je reproche à l'Europe cette attitude ignoble et raciste de laisser des Noirs et des Arabes, soi-disant parce qu'ils sont musulmans, se noyer sur la mer Méditerranée pour une soi-disant protection de leur identité nationale. C'est stupide, raciste et ignoble et inhumain. Mais en même temps, je questionne les gouvernements des pays d'origine de ces Africains-là. Comment se fait-il qu'ils acceptent que leurs jeunes, que leur pays puisse se vider ainsi de leur jeunesse et leur force vive, sans broncher, sans se dire mais pour quelle raison est-ce que nos jeunes préfèrent partir se tuer et risquer leur vie à travers déserts et mers et océans au lieu de rester dans leur pays et de travailler et de pouvoir s'enrichir. Tout simplement parce qu'il n'y a pas les conditions pour ces jeunes-là de pouvoir s'épanouir. L'avenir est bloqué. Nous savons que le peu de richesse qui est produit dans nos pays sont accaparés par une élite corrompue. À quand le jour où nous serons indépendants? À quand le jour où nous mettrons en place les conditions qui permettront à la jeunesse de s'épanouir, au lieu de risquer sa vie vers d'autres pays qui leur refusent l'accès? C'est une question qu'il faut poser. Or, à mes yeux, il faut qu'il y ait véritablement une organisation internationale qui promeut cette idée, ce projet d'États-Unis de l'Afrique de l'Ouest, en pensant déjà à écrire une histoire globale et générale de l'Afrique de l'Ouest, et non pas une histoire particulière de tel et de tel pays. Nous avons la même histoire. La colonisation nous a divisés sur deux choses. La première des choses, en nous faisant croire que nous n'avons pas d'histoire commune. En brisant et en divisant la conscience historique des populations, cela a brisé l'unité symbolique qui permet de les unir, premièrement. Et donc, en faisant de chaque pays un pays indépendant quant à son histoire, des pays qui sont même pas vieux d'un siècle, à peine 60 ans. Donc, dire que chaque pays a sa propre légitimité historique, c'est nier ce qui permettait de les unir auparavant, car ces pays-là participaient d'empires communs avant l'arrivée de la colonisation. Et même durant la colonisation, c'était un seul et même grand territoire qu'on appelait l'AOF. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est après la colonisation que ces divisions ont eu lieu. Donc on nous a divisés sur le plan symbolique historique, on nous a divisés sur le plan géographique et territorial. De ce fait, à ce moment-là, nous n'avons pas un héritage intellectuel, historique, qui nous permet de nous unir, premièrement, et nous n'avons pas une fortune à un autre héritage matériel basé sur la géographie ou la terre sur laquelle nous nous trouvons. Et donc nous n'avons pas assez de ressources intellectuelles, symboliques, historiques,
qui permettent cette unité, et nous n'avons pas de ressources matérielles naturelles qui nous permettent d'être indépendants quant à nos richesses matérielles en termes de production. Ces deux obstacles mis en place par la colonisation doivent être brisés. Et donc il y a un travail de conscientisation à faire entre les peuples. C'est beaucoup plus facile entre Sénégalais, Mauritaniens, Guinéens, Gambiens, Ivoiriens de rallumer cette conscience d'unité des peuples, parce que de fait nous rencontrons. Il y a un échange entre nous, il y a des mariages entre nous. C'est beaucoup plus facile de créer cette unité-là de fait que l'unité entre la France et l'Allemagne. Pourtant, la France et l'Allemagne ont réussi à le faire, et nous, on ne peut pas le faire. Alors que nous avons tout cela en commun. Donc, il y a ce travail de conscientisation à faire. Il faut dépasser le nationalisme étroit qu'on a hérité de la formation de nos États au moment de l'indépendance. Deuxièmement, mettre en place, et il y a déjà un certain nombre de structures qui existent et qui permettent d'aller dans ce sens-là, notamment avec la CEDEAO, le fait que nous ayons une monnaie commune, même si c'est pas nous qui dirigeons cette monnaie, c'est la France et l'Europe. Mais nous avons une monnaie commune, nous avons des structures et des banques centrales, une banque centrale commune. Nous avons les éléments de l'unité. Nous avons une carte d'identité, par exemple, qui permet à un moment donné que la CEDEAO, en fait, distribue pour le Sénégal, pour la non pas pour la Mauritanie, pour le Sénégal, pour la Gambie si mes souvenirs sont bons, je suis pas très sûr, pour le Mali ça c'est sûr, pour la Côte d'Ivoire. Nous avons à un moment donné la possibilité d'avoir une carte d'identité commune. Il y a des structures qui existent. Ce que, par exemple, la France essaye de faire pour lutter contre le terrorisme, le fait qu'il y ait un G5 et qu'il y ait les différents pays du Sahel qui sont concernés par le terrorisme, et le fait de mettre en commun une collaboration, leur collaboration et les armées pour pouvoir mieux lutter, ce sont des fondations, des fondements pour une unité future, et qui démontrent, encore une fois, même cette politique de la France d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une coopération entre les pays. C'est l'idée tout simplement que les problèmes de ces régions-là ne peuvent être réglés dans la division et dans l'opposition des États qui ont lieu en ce moment. Il faut passer vers un État fédéral, tout simplement. Une unité de ces pays-là. Voilà ce que je voulais dire. Cela demande d'être approfondi. Je vous ai juste donné un certain nombre d'éléments. Cela demande à être approfondi sur le plan historique. Essayer de rappeler ou de se remémorer l'histoire commune depuis des siècles jusqu'à présent, avant l'arrivée de l'islam et après l'arrivée de l'islam et durant la colonisation jusqu'à présent, l'histoire commune de ces populations-là. De démontrer la concordance ou plutôt la complémentarité qu'il peut y avoir entre les différents pays et leurs différentes ressources. Et enfin, la nécessité d'une collaboration entre les peuples qui fait que les différentes ressources existantes dans les différents pays, mais insuffisant quand on reste dans la frontière de ces pays, mais suffisant quand on élargit et quand on enlève les frontières et qu'on en fait une seule et même population, il y a cette nécessité aussi d'expliquer, de faire des analyses, d'exposer la réalité de cette complémentarité entre ces pays quant à leur population et quant à leur richesse. Et enfin, il y a nécessité de penser les conditions politiques. Et je ne suis pas en train de parler d'un truc qui peut se faire dans les 5 années à venir. C'est quelque chose qu'il faut penser pour toute une génération. Donc il y a un travail de conscientisation à faire. Sur le plan historique, sur le plan économique, je l'ai dit. Mais de mettre en place aussi les conditions politiques. Mettre en place des partis politiques dans les différents pays concernés qui ont pour projet cette unité de l'Afrique de l'Ouest. Donc tout cela demanderait à être développé. On pourra en discuter, j'attends vos retours. Mais il s'agissait pour moi de lancer ce message, lancer ce propos, qui je pense est important pour l'ensemble de l'Afrique. Je pense que l'idée d'avoir une unité de toute l'Afrique est une chimère. Il faut commencer par des régions. Et ensuite, il y a des collaborations qui peuvent se faire.
Mais nous sommes à l'ère des grands empires, où les pays qui arrivent à s'en sortir, ce sont les pays qui arrivent à s'agglomérer entre eux. Nous avons des grands mastodontes comme les États-Unis, comme la Chine, comme le Brésil, comme la Russie. Les États-nations d'Europe se sont rendus compte de leur faiblesse s'ils ne sont pas unis face à ces gros mastodontes qui étaient l'URSS à l'époque, au sorti de la Seconde Guerre mondiale, face à l'URSS et face aux États-Unis. Comprenant leur faiblesse, ils sont unis. On va créer un marché commun, une Europe commune. Le projet bat un peu de l'aile à cause des politiques néolibérales qui sont en train de tuer, au fait, l'unité qui était voulue dans ce projet. Mais le projet en lui-même n'est pas mauvais en soi et répond et correspond à des besoins d'ordre géopolitique. Dans ce contexte-là, le Sénégal ne peut rien faire tout seul. Dans ce contexte-là, la Côte d'Ivoire ne peut rien faire toute seule. Dans ce contexte-là, le Mali ne peut rien faire tout seul. Il faut nous unir. Sinon, on ne s'en sortira pas. Et on continuera à baisser. D'autant que notre religion nous ordonne l'unité, notre culture africaine nous ordonne l'unité et la concordance, et surtout nos intérêts nous ordonnent aussi cette unité-là. Qu'est-ce que nous attendons? Il faut se lever. C'est au peuple d'être responsable de leur destin. Et si les dirigeants ne vont pas dans ce sens-là, eh bien il faut qu'ils dégagent et que d'autres personnes prennent leur place. Notre destin est entre nos mains. À nous de contribuer à ce que ce destin soit celui de l'unité, du développement et de la prospérité. Je vous remercie et à très bientôt.